Avant, on prenait un symptôme, voilà, on travaillait sur la flore intestinale, on répondait à une demande du patient. Aujourd'hui, on va rebondir, comment vous dormez, comment vous mangez. De toute façon, on n'apprend pas notre métier en fac, on apprend des données scientifiques. Se retrouver du jour au lendemain titulaire en sortant de la fac, c'est sportif quand même, hein. Bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste, directeur de création associé chez Nutri & Co et je vous souhaite la bienvenue sur Next Step, le podcast de Nutri & Co. Nutri & Co est une entreprise française qui veut hisser la nutraceutique comme réflexe du quotidien, préférant la prévention à la curation et l'éducation aux promesses marketing. Après nos infographies, notre chaîne YouTube, notre blog, ce podcast est un nouvel outil pour vous accompagner dans le monde parfois opaque de la Nutra. Comme la dernière fois, on a un petit code promo qui sera valable du 15 février au 15 mars sur le site de Nutri & Co, donc on vous le donnera en fin d'émission. Je suis avec Edouard, fondateur de Nutri & Co. Bonjour. On est le 15 février, on enregistre l'épisode 2 de ce podcast consacré à la pharmacie. Je suis avec Claire Déséricourt, docteur en pharmacie. Claire, tu as été titulaire de la pharmacie de la Rotonde, puis de la pharmacie des Prêcheurs, qui sont deux grosses pharmacies à Aix-en-Provence. Vous faites de la formation et de la consultation auprès des professionnels d'officine. L'officine, c'est le second commerce le plus fréquenté après la boulangerie. Et aujourd'hui, on a 6 produits nutraceutiques sur 10 qui sont vendus en officine, 60%. C'est donc assez logique qu'on s'y intéresse chez Nutri & Co. Bienvenue Claire. Bonjour. Alors je sais que Edouard a pas mal de questions à poser à notre invité, donc je vais lui laisser la parole. Merci. Alors déjà très heureux de t'accueillir Claire. C'est vraiment chouette de pouvoir parler de ces sujets. Tu nous as beaucoup éclairé en fait sur ton métier. Un métier qui restait finalement assez peu connu pour nous. Et c'était un paradoxe puisque certes on est né sur le digital, sur Internet, mais il y avait de plus en plus de professionnels de santé qui s'intéressaient à notre gamme et nous n'étions finalement pas vraiment en mesure de comprendre les attentes de ces professionnels de santé et les pharmaciens en faisaient partie. Donc notre rencontre remonte, si je ne dis pas de bêtises, à quelques mois maintenant et on a de la chance de te compter parmi nos plus grands fans. Donc c'est vraiment un plaisir de t'accueillir dans ce podcast aujourd'hui. Alors JB l'a très bien dit. Finalement, l'idée, c'est de constater que la pharmacie ou l'officine, qui est un autre nom pour dire la pharmacie, est le deuxième commerce le plus fréquenté par les Français aujourd'hui. Pour autant, on a en fait une certaine distorsion finalement au sein de la clientèle de la pharmacie, puisque si je dis pas de bêtises, la clientèle est plutôt âgée, enfin on va dire d'un certain âge, il y a plus de 45 ans. Les jeunes la fréquentent un petit peu moins. Et l'idée aujourd'hui, c'est de démontrer que c'est une erreur, que malgré tous les scandales qui ont pu entourer le monde pharmaceutique, on peut penser au Mediator, etc., enfin, nos générations étaient pas mal, on va dire, mentalement un peu structurées par ces scandales. Il reste très intéressant de tisser un lien avec sa pharmacie de quartier pour déployer un peu sa logique d'anticipation santé, de prévention qui est chère à Nutri & Co. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on trouvait intéressant d'échanger autour de la profession de pharmacien, de ce que peut proposer l'officine aujourd'hui et demain, de la place de la prévention en pharmacie, des médecines alternatives en pharmacie et bien entendu de la Nutra en pharmacie. Déjà, est-ce que tu as quelque chose à dire sur le côté finalement commerce de proximité, commerce fréquenté j'imagine que tu as beaucoup de choses à raconter à ce niveau-là. Oui, parce qu'en premier lieu, c'est vraiment un commerce avec des larges plages d'horaires, hein, un accueil souvent chaleureux, bienveillant pour la délivrance des ordonnances et conseils associés. Le pharmacien, c'est un professionnel de santé de proximité qui quand même a forte visibilité. C'est l'expert en médicaments et c'est le soignant aujourd'hui de premier recours dans le système de soins. Et aussi un acteur de coordination dans le nouveau en fait, DMP, le dossier médical partagé. Il y a combien de pharmacies aujourd'hui en France ? Environ 21 600. D'accord. Ouais,
Ouais, 22 c'est 000. à peu près, ouais, c'est à peu près ça, ouais, je crois. Il y a un point aussi qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grosse partie en fait, des personnes qui rentrent en pharmacie qui y rentrent parce qu'ils ont une ordonnance. Mais les choses sont, je crois, amenées à évoluer. Et c'est notamment là-dessus dont on va échanger aujourd'hui. J'ai pu constater que dans la nouvelle convention pharmaceutique, qui a été mise en place depuis janvier 2018, il y a un accent qui est mis sur l'accompagnement du patient. Est-ce que, Claire, tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, l'accompagnement du patient en pharmacie? Alors, on va parler de cet accompagnement, en fait, qui est l'évolution de notre profession, qui a toujours existé, mais il y a toujours eu différentes façons d'exercer, mais c'est l'évolution. Après, quand tu parlais des jeunes et de leur façon de voir l'officine, je pense qu'il faut... ça dépend des zones de chalandise. En fait, c'est des officines qui ont plus une patientèle plus âgée, d'autres un peu plus jeunes. Je pense qu'il faut aussi s'adapter à cette patientèle plus jeune. Vous êtes nomade, donc et il faut en fait vous capter. Vous allez souvent chercher l'info sur le net pour recueillir les informations et derrière en fait aller à l'officine pour récupérer un conseil et en fait être rassuré. Donc c'est super vraiment intéressant ce que tu dis. Voilà, c'est la stratégie du titulaire de savoir capter et fidéliser cette nouvelle patientèle. Pour en fait les fidéliser, certes, mais surtout répondre à leurs besoins. Donc voilà, c'est souvent des jeunes titulaires qui communiquent via les réseaux sociaux, qui donnent des infos du quick learning, en fait des informations courtes de santé pour répondre aux besoins. Et c'est vrai qu'il faut s'adapter à ces besoins radicalement différents suivant l'âge du patient. C'est vrai qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux des pharmaciens influenceurs qui ont des chaînes qui sont dédiées à ça et qui font des petites vidéos pour conseiller sur tel ou tel produit. C'est très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, ce que tu dis, c'est que on a finalement un pharmacien qui fasse s'adapter à son patient. C'est-à-dire que quand il a, je risque le mot un peu galvaudé aujourd'hui, mais un millénial en face de lui, il intervient plus comme une sorte de réassureur, c'est-à-dire qu'il va confirmer, ou infirmer d'ailleurs, une première idée qu'un jeune de 30 ans ou de 25 ans se serait façonné sur Internet, en ayant réalisé par lui-même une première recherche. Oui, mais ça ne me choque pas. Au contraire, je trouve ça assez intéressant, cette approche différente, parce que c'est aussi aux titulaires, justement, de s'adapter, de former ses équipes pour savoir répondre à ces demandes. Et justement, voilà, c'est rapide, c'est pas la même approche. Il faut vraiment s'adapter. Ok, top. Et sur la partie du coup accompagnement, donc je pense que justement les jeunes générations sont assez friandes de cet accompagnement parce qu'elles aiment bien, comment dire, retrouver une certaine expérience dans les lieux, dans les points de vente physiques en fait qu'elles vont fréquenter. Et donc en matière d'accompagnement, on parlait tout à l'heure de la nouvelle convention pharmaceutique. Qu'est-ce qui va en découler aujourd'hui? J'imagine qu'il existait déjà des embryons d'accompagnement par le passé. Est-ce que cette nouvelle convention va façonner de nouvelles choses? Oui, c'est essentiel. En fait, il y a eu des évolutions qui ont été progressives. Déjà, en 2009, il y a eu la loi HPST, Hôpital, Patient, Santé, Territoire, qui nous a orientés déjà sur plus de pluridisciplinarité. Donc ça, c'était important. Et après, cette convention pharmaceutique se devait de modifier en fait la rémunération, parce que les marges commerciales, la baisse des prix des médicaments, ces marges dégressives lissées, il y avait une modification qui était indispensable à mettre en œuvre. Et donc, en fait, il y a eu une nouvelle orientation avec une rémunération liée à l'acte de délivrance, qui est enfin valorisée. Donc ça, c'était plutôt bien, avec des prestations de services associées. Donc on a vu apparaître vraiment la notion de santé de premier recours et d'acteur de coordination. Donc des prises en charge, je pense au suivi du patient asthmatique, du patient diabétique, sous anticoagulants oraux, des bilans partagés de médication sur les personnes âgées qui étaient polymédicamentées, aussi des préparations de doses administrées, les petits sachets en fait matin, midi et soir qui permettent une meilleure observance des patients qui sont perdus face à certaines prescriptions. Et puis surtout la vaccination, on a été des acteurs très très efficients dans la vaccination antigrippale. Sujet brûlant du moment aussi.
Alors ça, c'est encore autre chose, voilà. Et amener à faire beaucoup de prévention collective avec les cancers du sein et les cancers du côlon. Là, c'est notre nouvel objectif 2021 qui a été fixé par la HAS. C'est plus d'investissement dans la prévention du cancer du côlon, puisqu'il y a encore 7 personnes sur 10 qui font pas de dépistage. Dans le sevrage tabagique, le nouveau plan cancer veut une génération en 2030 sans tabac. Et puis aussi dans la délivrance de médicaments à domicile. Voilà. Et alors du coup, ça va se matérialiser comment ce conseil ? Est-ce qu'il y a des salles dédiées en officine pour accueillir les patients et les informer sur la marche à suivre ? Ou alors est-ce que l'échange se fait encore au comptoir ? Non, maintenant, j'imagine qu'il y a une certaine intimité quand même à avoir avec son patient. Qui est primordiale, la confidentialité. Non, il y a vraiment eu, en fait, dans les espaces de vente, des créations d'espaces dédiés. Donc, au départ, c'était pour l'orthopédie, puis petit à petit pour ces entretiens pharmaceutiques, qui sont des temps dédiés, avec maintenant des rémunérations, puisque depuis janvier, on peut suivre et accompagner un patient sous chimiothérapie orale, donc avec une rémunération, donc un respect de notre temps donné, qui était très important dans le suivi de ces patients. Donc, ces locaux dédiés, il y a énormément de normes d'hygiène en ce moment avec la pandémie, bien sûr. Et c'est vraiment très utile pour faire ces conseils qui sont enfin personnalisés de suivi sur toutes les pathologies. L'objectif, c'est la prévention des maladies de civilisation qui sont vraiment le fléau de notre société et qui sont très coûteuses à l'économie, en fait. Du coup, la convention pharmaceutique, pour bien comprendre et pour que nos auditeurs comprennent bien, c'est en fait des recommandations qui sont données par l'ordre des pharmaciens, c'est ça ? C'était la mise en place d'une nouvelle rémunération à l'acte, oui, tout à fait. D'accord. Et notre place en tant qu'acteur de coordination et acteur de soins de premier recours. Et du coup, tous les pharmaciens reçoivent ça et l'appliquent, quoi. Ah oui, c'est mis en place, oui, tout à fait. Ouais. Donc on comprend que ça permet de vraiment faire évoluer la profession, quoi. Oui, ça permet d'exercer différemment, vraiment, et de mettre en place des accompagnements de patients. Donc, on modifie aussi notre image de marque. C'est super important pour que cette profession devienne, soit toujours pérenne, mais offre encore de belles perspectives aux nouvelles générations qui ont envie de s'installer. Je me permets de revenir sur un point dont tu as parlé tout à l'heure qui est vraiment intéressant, c'est les maladies de civilisation. Chez Nutrienco, on s'y intéresse beaucoup parce qu'on pense que c'est souvent par la prévention qu'on peut éviter d'arriver jusqu'à ce type de mots. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce que c'est une maladie de civilisation ? Et est-ce qu'on a des exemples précis ? Alors, maladie de civilisation, c'est toutes les maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers. Toutes ces maladies qui ont été créées au fur et à mesure des générations par une alimentation qui petit à petit n'était plus du tout adaptée à notre génome, qui a laissé s'installer des troubles qui ont amené à des pathologies. Donc je pense aussi à cette inflammation de bas grade, ce flux inflammatoire dans l'organisme qui est le nid de la résistance à l'insuline, donc d'un diabète de type 2 qui est le nid de bruit inflammatoire qui est incriminé aujourd'hui beaucoup dans le cancer. Donc ça, c'est ce qui arrive vraiment quand on a un mode de vie très lié à une alimentation qui est mauvaise sur le long terme. Alors, on ne peut pas juger qui est mauvaise. Ça peut être aussi lié à des problèmes économiques. Ouais. C'est compliqué aujourd'hui de bien manger. L'avantage, c'est que justement, dans ces prises en charge plus personnalisées et plus globales du pharmacien, c'est qu'aujourd'hui, on n'ouvre plus un dialogue par une question ouverte classique, comment se passe votre traitement. Aujourd'hui, on dit, comment s'oriente votre alimentation, comment se compose votre assiette, quelle activité physique pratiquez-vous, comment se passe votre sommeil. Voilà, c'est vraiment, en fait, une prise en charge qui est complète et on peut agir différemment pour améliorer leur qualité de vie. Ça, c'est vraiment notre objectif. Donc on se rapproche un petit peu je vais peut-être dire une bêtise, mais de la naturopathie quelque part. Oui, mais on est quand même des super naturopathes parce qu'on a cette connaissance. Déjà, on se forme
en nutraceutique, et puis on a quand même la connaissance de la physiologie, et on est des experts en médicaments, donc on a une connaissance un petit peu plus globale, moins précise en nutraceutique, mais on va peut-être parler de la formation aussi. Oui, bien sûr. Je voulais rebondir sur un point qui est très intéressant. Tout à l'heure, tu disais que finalement, on ne pouvait pas dire à une personne « tu manges bien » ou « tu manges pas bien », parce qu'en fait, on est obligé de l'appréhender au regard de sa condition sociale. Et tu disais que économiquement, il était finalement pas évident aujourd'hui de s'alimenter correctement. C'est intéressant ce que tu dis, parce que nous, on a fait le même constat chez Nutri&Co, et on pense que la nutraceutique a un rôle à jouer à ce niveau-là. C'est que finalement, pour nous, un bon multivitamine, c'est l'assurance santé la moins chère qui existe sur Terre aujourd'hui, quoi. Est-ce que tu adhères à ce discours-là, ou est-ce que pour toi, il est un petit peu extrémiste ? Alors oui, j'adhère parce que je pratique, mais il faut quand même reprendre les bases. Il faut faire des conseils en pharmacie, on n'est pas juge. Il faut faire des conseils en pharmacie de façon globale, donc favoriser une bonne santé. Et là, on se sert d'outils. Si les gens ne dominent pas le sujet, on prend une pyramide alimentaire, on reprend le nouveau plan national de santé, avec les recommandations, l'impact des fruits et légumes. On explique en fait que c'est pas seulement des vitamines, des nutriments, mais c'est aussi des antioxydants, c'est aussi des fibres. Ça va impacter leur sphère digestive, ça va impacter la gestion du stress oxydant par les antioxydants. Voilà, c'est de la santé globale. Et pour moi, la nutraceutique, elle peut absolument pas être conseillée sans conseil d'alimentation. C'est vraiment deux choses qui sont liées. Voilà. Après, c'est pas une alternative, c'est pas que une alternative à l'allopathie. C'est en effet compenser les déficits d'une alimentation qui est jamais parfaite. Même quelqu'un qui est tombé dans l'orthorexie, qui mange parfaitement bien, il y a toujours forcément des carences. Et en effet, si les nouvelles générations prennent l'habitude de combler ces carences par des compléments, une nutraceutique bien conseillée, adaptée aux antécédents familiaux, aux désordres éventuels de l'hygiène de vie, on aura vraiment franchi un cap, même si je pense que le gap, il est compliqué à combler. C'est certain. Il y a 2 points intéressants. Tu parles d'allopathie. Je pense que ça peut être intéressant de définir ce que c'est pour nos auditeurs. Globalement, l'allopathie, c'est quand on prend des médicaments. C'est la médecine traditionnelle, en fait. C'est la médecine classique qui a baigné toutes les générations. Autrefois, on avait un symptôme ressenti, on allait chez le médecin, il y avait une prescription d'un médicament ou de plusieurs qui devait corriger le symptôme. On ne s'intéressait pas au dysfonctionnement de l'organisme qui avait créé ce symptôme. Aujourd'hui, la médecine fonctionnelle, qui commence à être enseignée en fac de pharmacie et de médecine, s'intéresse justement à ces causes, ces dysfonctionnements qui sont les causes des maladies, pour justement anticiper et puis faire vivre plus longtemps les nouvelles générations, mais en meilleur état, parce qu'aujourd'hui on vit longtemps, mais quelquefois dans des conditions de qualité de vie qui sont exactement, c'est certain, à mon avis très médiocres. On l'avait cité d'ailleurs pendant notre premier podcast. Un homme, alors j'ai pas la stat pour la femme, désolé, mais un homme vit en santé en France 62 ans. À partir de 62 ans, sa santé commence à se dégrader. Donc, c'est quand même un point. Donc effectivement, si la Nutra peut permettre de repousser cette limite, on aura tout gagné. Mais la santé de la femme se dégrade aussi, puisqu'en fait, la jeune femme fume énormément. Plus que l'homme ? Elle fume plus que la femme d'autrefois, oui. Ah d'accord. Oui. Elle peut avoir une addiction alcoolique qui est pas tellement moindre qu'un homme. Elle travaille énormément, elle a un stress, elle a une charge mentale, donc les pathologies, je pense qu'elles vont se dégrader aussi chez les jeunes femmes si on ne fait pas quelque chose. C'est vrai qu'à une époque, il me semble me souvenir que l'espérance de vie chez l'homme et chez la femme était vraiment très différente. Il y avait une grosse différence. Ouais, et maintenant, en fait, ça s'est pas mal rejoint, quoi. Oui, il faut agir, mais il y a un risque cardiovasculaire chez la femme qui a augmenté, de par le tabac et la prise souvent de pilules associées. Il y avait un autre terme un petit peu technique qui mérite un éclairage pour nos auditeurs, c'était le terme orthorexie, qui si je dis pas de bêtises, en fait,
une sorte de déséquilibre psychologique qui nous amène à vouloir tellement bien manger qu'on n'ose finalement quasiment plus rien manger. Enfin, ouais, c'est la rigidité alimentaire en fait. C'est peut-être que tu as une définition. Oui, c'est les extrêmes. Donc on est tombé pendant des générations dans la malbouffe avec des taux d'acides gras saturés vraiment trop importants et très délétères à la santé. Et en fait, on a créé une génération un peu, au départ, bobo bio, qui a évolué vers, en fait, par beaucoup de formations et de connaissances en nutraceutique, à cette orthorexie, cette rigidité, absolument observer les règles de compléments alimentaires, de nutriments dans l'alimentation, tant de protéines, tant de lipides, tant de glucides. Et bien au final, ça ne rend pas heureux en plus. Donc, c'est certain. Voilà, c'est trop d'exigences et trop d'extrémisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, je me permets de parler un petit peu de mon histoire, mais c'est comme ça que je suis rentré dans la Nutra. C'est-à-dire que finalement, c'était une époque où je faisais beaucoup de sport. Je cherchais à m'alimenter correctement. Et en fait, il était extrêmement compliqué, d'un point de vue financier, mais également d'un point de vue dépense de temps, de s'alimenter correctement. Local, bio, etc. Et donc, c'est là que la nutraceutique est intervenue pour moi comme la garantie d'avoir l'ensemble de mes apports optimaux au quotidien et surtout dans le temps. Et quand je faisais beaucoup de sport, c'était pour moi une sécurité. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la Nutra. Donc ça rejoint un petit peu ce que tu dis et je trouve ça intéressant. Ouais, c'est un peu pareil pour moi en fait, sauf qu'il y avait une dimension perte de poids. Parce que moi, c'est un peu ce que tu disais, Claire, sur le moment où tu manges beaucoup d'acides gras transformés, etc. Quand tu as 20 ans, ça va, parce que tu te dépenses naturellement beaucoup, puis tu as les taux de testostérone plus élevés, etc. Tu te dépenses. Et à 25 ans, on commence à sentir les effets sur le corps. Et le fait de repartir sur une démarche de bien manger, permet justement de retrouver un poids de corps fonctionnel, de retrouver même au niveau des sensations, de se sentir tout simplement mieux, quoi. Oui, c'est capital. C'est vrai que justement, l'apparition de la nutraceutique, c'était, on a eu des demandes de sportifs. Donc, on comblait en fait l'alimentation du sportif par des apports de protéines. C'était la mode en fait un petit peu. Puis après aussi, on a eu le développement de produits minceurs, de draineurs pour compenser cette alimentation qui était parfois déséquilibrée, les gens qui ne pouvaient pas manger correctement en travaillant lors du déjeuner, qui avaient l'air un petit peu n'importe quoi. Voilà. Et puis on a réappris aussi aux enfants à manger, parce que c'est ça, on a créé des désordres dans l'alimentation des enfants qui étaient bien sûr. trop importants. Ouais. On a fait une petite digression du coup là un peu sur les modes alimentaires, l'objectif de la Nutra, etc., qui est très intéressante, mais je vous propose de se recentrer un petit peu sur notre sujet de la pharmacie, avec une question un petit peu plus concrète. C'est finalement dans cette période de pandémie, avec la Covid-19, quel est le rôle du pharmacien au quotidien ? Alors, c'était une période assez compliquée parce que du jour au lendemain, il a fallu s'adapter aux règles de distanciation, aux masques qu'on n'avait pas, qu'il a fallu ensuite distribuer, au management des équipes. Il a fallu savoir les protéger, surtout éviter de tomber malade pour déséquilibrer la prise en charge client, en fait, le service client au comptoir. Mettre en place quelquefois des adaptations de plage horaire, du chômage partiel, parce qu'il y avait des pharmacies avec beaucoup de parapharmacies, des grosses structures qui ont perdu jusqu'à 80% de leur chiffre d'affaires. Donc c'était capital. Après, les pharmaciens n'ont pas vécu personnellement le confinement, ils étaient plutôt dans une vie intense, épuisante. Donc ils ne se sont pas rendus compte tout de suite de l'impact de la pandémie sur la santé de leurs patients. Ils ont dû en fait s'adapter et après répondre aux besoins des patients. Donc c'était des prises en charge personnalisées sur les troubles du sommeil, sur les addictions diverses et variées, beaucoup d'alcool, beaucoup de tabac, beaucoup de drogue, des comportements à risque, des sports, plus de sport créant des blessures. Par opposition, une sédentarité extrême avec une prise de poids. Des troubles de l'alimentation, des troubles de stress avec des violences ou beaucoup de tensions au sein de la famille dans les petits appartements, des terreurs nocturnes, les gens qui avaient perdu leur travail, etc. Donc il y avait quand même une
prise en charge assez compliquée sur le stress et l'anxiété, allant jusqu'à des stress post-traumatiques. C'est aller loin. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que je m'attendais à une réponse plutôt orientée sur finalement les tests Covid et le vaccin, qui sont un peu les sujets actuels. Et en fait, tu remontes au premier confinement, où finalement tu nous expliques que le titulaire de pharmacie a dû affronter de plein fouet le premier confinement, qui a été un dérèglement social quasi sans précédent, au moins sur, je pense, les 40 dernières années en France, quoi. Oui, parce que c'était le commerce encore de proximité qui était dans la zone où les patients pouvaient aller faire leurs courses, etc., qui était ouvert, et c'était un acteur de santé qui écoutait. Donc le pharmacien, mais il a écouté, il a reformulé, il a essayé de neutraliser, il a essayé d'être zen, parce que les Français étaient à cran, c'est sûr. Puis après, il s'est formé aux tests antigéniques pour les réaliser à l'officine. Encore une fois en essayant de préserver les équipes, parce qu'il ne fallait pas tomber malade. Donc il y a eu ça. Après, là, il y a la formation au vaccin anti-Covid. Et là, par contre, on a un rôle de prescripteur. Donc ça, c'est assez nouveau, grâce à la mise sur le marché du vaccin AstraZeneca. Ok. Il y a également un point qui est intéressant, c'est de constater que sur les dernières années, il y a une offre de parapharmacie qui est venue se greffer sur le métier traditionnel de l'officine. Et j'oserais le mot, alors il est un peu provoque, mais il est là, c'est fait exprès, qui a amené en fait pour certains un changement de l'image de leur titulaire, qui est de plus en plus perçu comme un businessman. Et aujourd'hui, je voulais savoir un petit peu quelle était ta position à ce niveau-là, et de savoir aussi si finalement, dans ces 20... On a parlé de 21 600 officines en France actuellement. Quelle part de ces officines était finalement, on va dire, corrélée à cette émergence un peu de la pharma business ? Alors, je dirais que la pharma business, c'était une obligation pour s'adapter aux contraintes économiques. Donc, il fallait continuer d'exister, il fallait maintenir pérenne son entreprise. Donc, où tu te formais, en fait, tu devenais efficient en tant que chef d'entreprise, ou tu coulais. Voilà. D'accord. Donc, en effet, il y a eu des leviers de développement dans ces évolutions de la profession, qui ont été la vente de parapharmacie, le discount, l'apparition de maîtres linéaires de nutraceutiques, l'apparition justement d'entretien, de confidentialité dans les officines. C'était assez nouveau de savoir s'extraire du comptoir et recevoir un patient dans une autre démarche, en fait. Même de s'asseoir aussi, c'était nouveau. Voilà. Après, moi, tu ne me choques pas du tout, un chef d'entreprise, bien sûr, parce qu'en fait, il y a beaucoup de salariés, il y a un local commercial qui est important. Après, c'est un chef d'entreprise avec un ADN d'acteur de santé. Donc, c'était de l'adaptation pour durer. Aujourd'hui, il y a différentes façons d'exercer. Il n'y a plus beaucoup de pharmacies, il y a de moins en moins de pharmacies indépendants. Il y a beaucoup d'adhésions à des groupements de pharmaciens. Ça permet de travailler en réseau. Donc, c'est des économies d'échelle. C'est des outils de communication, des flyers, des écrans qui passent des messages de santé. C'est de l'innovation aussi. C'est pas évident d'être seul dans son officine et de rester surtout à l'heure de la digitalisation. Rester innovant. Voilà. Donc, c'est aussi en fait des outils, pour faire des consultations, pour personnaliser le conseil et communiquer en fait en réseau. Donc ça, c'est un petit peu l'évolution de notre profession, ces groupements et ces réseaux. Aujourd'hui, il y a énormément de structures qui atteignent jusqu'à 1000 à 3000 mètres carrés, donc des très grosses pharmacies, avec des corners, des shop in the shop, qui présentent donc des gammes de parapharmacie, mais aussi beaucoup de nutraceutiques. Donc on va pouvoir utiliser des outils, des pads pour recevoir les patients, faire des questionnaires. Donc déjà une autre démarche. Donc ça évolue. C'est quand même assez récent. Et aujourd'hui, les titulaires de ces pharmacies de chiffres importants, ils ont
ils n'ont plus le temps de servir au comptoir. Et par contre, ils ont l'expertise et ils savent pertinemment quel est l'impératif de la réussite. Donc, un merchandising parfait dans un local commercial agencé agréablement et de façon très esthétique. Et puis, une équipe de préparateurs en pharmacie et de docteurs en pharmacie qui est formée aux impératifs de la structure, aux derniers produits, et souvent une équipe de spécialistes, parce qu'en fait le 360 degrés de connaissance en pharmacie, il est compliqué à maintenir, et souvent c'est intéressant d'avoir un spécialiste, et on peut faire intervenir des naturopathes, des diététiciens. Alors il y a des normes évidemment d'exercice, mais on fait appel à d'autres compétences en officine aujourd'hui, oui. Ça, c'est très intéressant parce que finalement, aujourd'hui, quand un jeune de 30 ans souhaite aller chercher un nutraceutique, entre la pharmacie et le magasin bio, je pense qu'il aurait plutôt tendance à s'orienter vers le magasin bio, alors que pour autant, le conseil est probablement plus élevé en pharmacie. Et d'ailleurs, on va trouver dans les rayons, comme tu le disais, des naturaux, des diététiciens, etc., qui sont vraiment capables de l'aider dans son choix. Ce qu'on n'a pas encore, même si à mon avis les choses vont évoluer, du côté des magasins bio. Et du coup, ça m'amène à une question, c'est finalement quelle est la place accordée aux médecines alternatives aujourd'hui en officine ? Puisqu'on sait que, alors a priori les choses semblent évoluer, mais on sait que par le passé, il y a eu un petit, des frictions entre la médecine allopathique, donc on a défini tout à l'heure, donc là, les auditeurs pourront bien comprendre ce que c'est, et puis les approches plus traditionnelles. C'est-à-dire que par le passé, pour parler plus vulgairement, vous faisiez un dîner avec un naturopathe et un médecin, vous aviez une chance sur deux de finir en conflit. Et aujourd'hui, du coup, comment l'officine a réussi à passer au-dessus de ça pour ouvrir sur les médecines alternatives ? Et quelle est la place accordée aux médecines alternatives ? Alors, c'est vrai que le pharmacien, je pense, il est plus ouvert parce qu'en fait, il y a une demande de multicompétences. Donc, je citais 360 degrés, j'exagère peut-être, mais en fait, en effet, il y a la vraie vie en pharmacie, c'est un mix de l'allopathie et de la nutraceutique. Voilà, on a une prescription d'antibiotiques, on va prendre en charge le patient on va travailler son microbiote, on va essayer de préserver les effets secondaires de l'antibio. De même avec un anti-inflammatoire non stéroïdien, où on va essayer de minimiser l'impact sur l'estomac sans donner un antiacide qui va déséquilibrer la digestion des protéines. Donc tout ça, voilà, on a une vision un peu plus d'ensemble qui peut être plus limitée chez le médecin, voilà. Mais encore une fois, aujourd'hui, il y a énormément de médecins qui font cette médecine fonctionnelle, qui recherchent les dysfonctionnements des fonctions et qui évoluent vers la micronutrition. Beaucoup. Donc, je pense qu'on a franchi vraiment un gap parce qu'il y a une demande de naturalité. Il y a une vague hygiéniste qui est amenée par les jeunes. Et le pharmacien doit s'adapter. Et c'est pour ça qu'il doit se former en micronutrition pour être vraiment aussi compétent qu'un naturopathe. Je pense qu'avant, on prenait un symptôme. Voilà, on travaillait sur la flore intestinale, on répondait à une demande du patient. Aujourd'hui, on va rebondir. Comment vous dormez ? Comment vous mangez ? Quel est le symptôme qui va altérer votre qualité de vie. Donc c'est vraiment une prise en charge qui est globale. Moi je l'ai vu vraiment apparaître cette prise en charge. Ah, c'est intéressant, donc c'est vraiment une adaptation à la vraie vie, quoi. C'est que finalement on a des approches alternatives qui permettent de venir parfois aider sur des effets secondaires qu'on pourrait avoir, etc. Et donc vous êtes fait un peu les relais communicants et les relais pour institutionnaliser ces nouvelles approches. Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, je disais que vous mettiez un naturopathe et un médecin dans un dîner, il y avait une chance sur deux pour que ça termine en conflit. Bon, on n'en est plus là aujourd'hui, c'est certain. Et donc, la pharmacie, l'officine a permis de faire un peu ce trait d'union, quoi. Après, on a quand même la connaissance du médicament et ça peut être aussi très intéressant de faire de la prévention tertiaire. Donc, la prévention tertiaire, c'est
comment agir sur quelqu'un qui a été malade et donc qui a subi des facteurs de risque, donc dans ses antécédents familiaux ou dans son hygiène de vie, qui ont contribué à développer sa maladie. Et donc, on peut l'aider à prévenir, en fait, à éviter à neutraliser ces facteurs de risque et à ne pas rechuter, par exemple. D'accord. Donc, il y a aussi cette notion-là qui est capitale. Et tu parlais tout à l'heure de médecine fonctionnelle. Je pense que c'est un terme aussi qu'il faudrait définir pour nos auditeurs. Est-ce que tu peux nous dresser un peu les contours de cette approche ? Alors, c'est vraiment l'étude des fonctions de l'organisme qui, quand elles dysfonctionnent, amènent des troubles qui s'accumulent en fait au cours des années et qui amènent des maladies, notamment justement le diabète, ces maladies de civilisation qu'on a citées. Donc c'est ça, c'est cette médecine des fonctions. Et en traitant de plus en plus les dysfonctionnements de l'organisme, des organes, en fait, on va arriver à retarder ces dysfonctionnements et limiter ces maladies de civilisation au plus jeune âge. Et donc, c'est pas directement lié à la médecine allopathique, c'est un complément, quoi, c'est ça ? Alors, on utilise l'allopathie, mais justement, pas seulement. Je pense que maintenant, on va c'est utiliser complémentaire, des mix. quoi. Voilà, D'accord, exactement. okay. Très clair. Pour revenir un petit peu plus sur le sujet de la nutraceutique, donc là, on a expliqué que pour des questions d'adaptation économique, l'officine a développé son offre de parapharma. Alors nous, on intègre dans cette offre parapharma la nutraceutique. Globalement, ce qui va être parapharma, c'est en grande partie ce qu'on vend de l'autre côté du comptoir où est situé le pharmacien. Et donc, Jean-Baptiste le citait en introduction, il y a quand même une très grosse présence de la nutraceutique en officine. Aujourd'hui, il y a un produit sur 2 ou 6 produits sur 10 qui sont achetés en officine. Ça, c'est un élément qui a doublé en l'espace de 10 ans. Et du coup, la question, ça va être finalement pourquoi est-ce qu'un tel poids de la nutraceutique s'est développé en officine en 10-15 ans ? Déjà, c'était la réponse aux besoins de la patientèle qui arrivait en disant, voilà, je voudrais faire une détox hépatique, je voudrais mincir, je voudrais me sevrer du tabac. Je veux faire du sport, je veux allaiter mon bébé. Enfin, voilà, il y avait énormément de demandes auxquelles on n'avait pas toutes les réponses. Donc déjà, ça s'est développé parce qu'on a mis plus de mètres linéaires en libre accès à disposition du patient. Voilà. Et après, à la charge du pharmacien de mettre son équipe dans l'espace de vente avec une compétence pour justement conseiller le patient et le prendre en charge. D'accord. Après, il y a énormément d'offres de labos qui se sont présentées et donc on a référencé petit à petit plus de nutraceutiques avec des produits, des formules qui étaient plus pertinentes, plus complètes, qui semblaient plus fiables, qui s'adaptaient en fait au marché. Et les pharmaciens n'ont pas été réticents finalement à laisser une telle place à la nutraceutique, sachant que je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois jusqu'à il y a peu, il y avait finalement un contenu d'éducation au moment des études du pharmacien assez limité sur la micronutrition, la nutraceutique dans son ensemble. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas eu une certaine réticence de la part des titulaires d'officine d'accorder une telle place à la nutraceutique ? C'est sûr que les études, il n'y a pas de formation de Nutra directe, et puis surtout sur les anciennes générations. De toute façon, on n'apprend pas notre métier en fac, on apprend des données scientifiques. Se retrouver du jour au lendemain titulaire en sortant de la fac, c'est sportif quand même. Il nous manque quelques données. Il faut mieux faire une école de commerce entre les deux. L'idée, c'était de se dire, est-ce que le pharmacien d'officine a une certaine réticence vis-à-vis de l'émergence de la Nutra ? Bon, globalement, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a plusieurs courants. Il y a quand même des pharmaciens qui sont ouverts, d'autres qui le sont moins. Moi, j'en connais à titre personnel, qui sont plutôt fermés sur ce type d'approche et qui continuent de me dire que voilà, si je mange équilibré, j'aurais pas de soucis dans ma vie, quoi. Bon, d'accord, mais qu'est-ce que c'est manger équilibré ? Tu le disais tout à l'heure, il faut éduquer, etc. Même à mon niveau aujourd'hui chez Nutri & Co, j'ai encore plein de choses à apprendre.
Et qui suis-je pour dire que j'ai une alimentation équilibrée? Et puis avec mon style de vie, où globalement, j'arrive plus vraiment à distinguer le week-end du cours de la semaine, on peut s'imaginer que j'ai pas énormément de temps à accorder à la gestion de mon alimentation, quoi. Donc, donc je te rejoins là-dessus en tout cas. Donc le pharmacien d'officine, certes, il n'apprend pas forcément en fac toutes ces notions, mais il y a toujours différentes façons d'exercer. Donc tu auras toujours des pharmaciens qui vont s'investir ou pas. Je pense qu'aujourd'hui, il adhère, c'est sûr, parce que de toute façon, sinon, il serait en incompétence de réponse face à son patient qui est demandeur à l'officine. Après, je pense qu'il y a une différence entre la formation dans ce domaine en nutraceutique par les laboratoires et la formation qu'on va de façon proactive pour soi-même ou pour son équipe, faire des DU de micronutrition et d'alimentation santé. Maintenant, ça existe dans de nombreuses grandes villes françaises, donc c'est quand même très accessible. Et des formations de médecine fonctionnelle. De toute façon, on a un métier où on doit se former tout le temps. Toutes nos connaissances sont très très vite obsolètes. Donc c'est capital. Ouais, c'est intéressant. Donc en fait, si on doit essayer de tracer un résumé, on pourrait dire que face aux besoins de la patientèle, face aux nouvelles connaissances, notamment vis-à-vis de la médecine fonctionnelle, etc., les laboratoires de nutraceutique qui sont arrivés en pharmacie avec des formations, alors qu'il n'y avait pas de DU de micronutrition, nutraceutique ou d'alimentation dans le cursus, on va dire, de formation des titulaires, a permis à la nutraceutique de prendre la position qu'elle a aujourd'hui en officine, quoi. Oui, parce qu'en fait, n'existaient que les formations par les laboratoires. Personnellement, quand j'ai vendu mon officine, quand j'avais plus de temps, en fait, j'ai spontanément été vers le DU, même à un âge, on peut aller en fac à tout âge aujourd'hui. Il y avait beaucoup de médecins d'ailleurs qui sortaient, qui changeaient de système, de catégorie d'exercer, et donc qui reformaient des DU, qui se reformaient et faisaient des DU à la fac pour aller chercher des connaissances scientifiques en nutraceutique, voilà. Ok, super intéressant. Et est-ce que du coup aujourd'hui, avec ce poids que prend la Nutra en pharmacie, il y a une certaine compétition qui peut s'instaurer entre certains produits de Nutra et des médicaments? Oui, si on peut prendre l'exemple en fait d'une jeune femme qui vient tous les mois, voire quelquefois plusieurs fois par mois, avec un problème récurrent de cystite. Donc ce risque infectieux, autrefois on le prenait en charge on envoyait chez le médecin pour avoir une prescription d'antibiotiques, on délivrait l'antibiotique et puis on la revoyait le mois d'après de façon très récurrente. Aujourd'hui, je pense que tous les pharmaciens adhèrent à des prises en charge qui sont plus globales et qui peuvent agir aussi tout de suite en réduisant les symptômes, en modifiant un petit peu les posologies des nutriments. Donc on va prendre en charge la flore intestinale, on va prescrire de la phytothérapie avec des nutriments qui vont empêcher les Escherichia coli d'adhérer à la paroi de la vessie. Donc ça sera une prise en charge complète qui va apporter beaucoup plus de satisfaction à la patiente parce que c'est évident que sa cystite, elle ne va pas revenir tout de suite. Et puis, on va lui donner des règles d'hygiène de vie qui sont aussi en hygiène au quotidien, qui sont capitales à citer. On n'osait pas forcément dire autrefois. Et donc, du coup, ce que ça veut dire, c'est que tu peux leur prescrire en fait un Nutra qui va permettre de lutter contre les infections urinaires plutôt que l'antibiotique que la jeune fille va présenter sur son ordonnance, quoi. Oui, après, ça sera le choix de la patiente. Bien sûr. Mais en revanche, j'aurais des arguments forts, parce que de toute façon, la prise d'antibiotiques, elle risque de créer des résistances. Un de notre rôle d'acteur de santé, c'est de lutter contre les résistances aux antibiotiques qui est en train de se créer de façon plus. Et puis aussi... cette satisfaction patient qui est intéressante. De toute façon, après un antibiotique, il va falloir traiter sa flore intestinale. Donc, c'était une boucle. Non, mais c'est vraiment un point intéressant parce que, à titre personnel, j'ai vraiment la conviction que la nutraceutique est en train de rentrer en compétition avec certains médicaments, en fait.
notamment justement avec cette nouvelle approche de la médecine fonctionnelle, du travail du terrain, etc. Donc c'était vraiment capital pour moi d'en venir dessus et de te l'entendre dire en fait. On a des problèmes aussi avec les antiacides, hein. Les IPP à l'officine, au départ, c'était une prescription sur un temps sur un temps court. Aujourd'hui, comme c'est des médicaments qui sont en vente libre dans des conditionnements de 7 comprimés ou de 15 jours, on a des patients qui les rachètent et qui sont sans arrêt sous IPP. Donc, on modifie le pH de l'estomac, on modifie la digestion des protéines, on crée une perméabilité intestinale et voilà, c'est complètement absurde. C'est quoi? C'est les Malox, ce genre de Non, c'est les Mopral. Voilà. D'accord. Les IPP, les anti-pompes à protons. Ok. D'accord, je connaissais pas. Non. Mais c'est vrai que c'est un problème d'automédication, ça, en fait. On peut avoir ce problème d'automédication où les gens, en fait, vont bypasser, on va dire, leur professionnel de santé, aller directement s'acheter du médicament et du coup faire peut-être plus de mal que s'ils allaient plus simplement sur de la nutraceutique, où là, les risques sont peut-être moins élevés. Il y a deux notions. Il y a déjà l'efficacité au quotidien, c'est-à-dire que tu bosses. Avec le télétravail, tu bosses tout le temps finalement. Donc en fait, tu dois être au top tout le temps. Et donc, il y a cette notion-là. Donc, on va chercher un médicament pour répondre à un symptôme, pour le stopper, voilà, sans penser, en fait, et sans demander aux professionnels de santé les conséquences que ça peut avoir. Et le rôle du professionnel de santé, c'est justement d'ouvrir le débat par des questions ouvertes. Voilà, pourquoi, comment. Je vous conseille justement une alternative pour mieux prendre en charge votre santé. Il y a un point aussi sur lequel on aimerait bien avoir ton avis, c'est la notion du label bio. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que sur les gammes de para, le label bio est pas quelque chose qu'on retrouve de partout en officine, alors que avec l'émergence des magasins bio, les offres Nutra dans ces magasins sont plutôt orientées sur ce type de label. Et du coup, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'en officine, les gammes Nutra, ou même les gammes para au sens large, n'ont pas été chercher ce type de label. En tout cas, n'en ont pas fait une priorité. Alors, je ne suis pas une experte. Pour moi, le bio, ce n'est pas un mot magique, mais déjà parce que le flux de clients adeptes du bio a été dans les magasins bio qui sont sortis au départ. Après, il y a eu des marques, des franchises de magasins qui ont concentré le flux de la clientèle bio. Et puis après, il y a eu une convergence, il y a eu un mix entre les deux secteurs, des laboratoires en officine qui se sont positionnés vers le bio pour justement capter cette clientèle bio, cette patientèle qui était adepte et qui pensait, en fait, qui mettait en évidence tous les excipients, tous les produits qui pouvaient être toxiques, notamment dans les gammes de parapharmacie pour les enfants. Et puis après, la nutraceutique bio, en effet, est arrivée, mais ça a été assez progressif. Et puis, je ne veux pas critiquer, mais il y a quand même un conseil, une pertinence de conseil dans les magasins bio de par les ressources RH. Hein, la compétence des vendeuses en magasin bio est quand même... ça n'a rien à voir avec une prise en charge d'un pharmacien. C'est certain. Certain. Oui, on est obligé de le dire. Mais ce n'est pas les mêmes études, ce n'est pas la même formation. Ouais. C'est certain. Donc après, le bio est venu en pharmacie et on a quelques gammes, oui. Non, il y a des gammes, certains, mais après, donc, ce que je retiens, c'est que tu disais tout à l'heure que le bio n'est pas un mot magique, c'est pas mal ça. Mais globalement, pour résumer, le bio n'est pas le reflet de la qualité. Donc c'est aussi pour ça que le titulaire s'est pas concentré à faire rentrer du bio pour lutter de façon directe à la concurrence des magasins bio. La priorité est restée l'efficacité. Et le bio est arrivé en fait dans un second temps, parce que la demande se fait et parce qu'on arrive aujourd'hui à développer de la nutraceutique de qualité, qui fonctionne et qui est bio, quoi. C'est pas systématique. Tout à fait. Ouais. Et du coup, même question un petit peu sur la transparence. Il y a finalement sur les produits de parapharmacie très peu de transparence aujourd'hui, alors que chez
Chez les consommateurs et plus généralement chez les jeunes consommateurs, il y a une volonté de comprendre ce qui se cache derrière un produit. On a besoin aujourd'hui d'acheter des produits qui ont des valeurs, qui vont s'inscrire, qui vont dégager une forme d'honnêteté, etc. Enfin, nous, c'est ce qu'on s'évertue à faire au quotidien chez Nutrien&Co, à inspirer cette honnêteté. Et du coup, pourquoi est-ce que les gammes de parapharma n'ont pas misé sur cette transparence, sachant qu'en plus de cela, c'est un secteur qui avait été entaché par des scandales et que peut-être plus que d'autres, il y avait ce besoin de transparence aujourd'hui, notamment pour attirer des jeunes générations en officine. Alors, moi, j'utiliserais l'imparfait. Je pense qu'il y avait pas de transparence. Ça a commencé, en fait, il y a une vingtaine d'années avec les parabènes. Donc, on a commencé à expliquer ce que c'était qu'un parabène, expliquer qu'en fait, on avait besoin d'un conservateur dans un produit pour assurer sa pérennité de qualité. Et puis, petit à petit, les marques ont évolué justement avec de la transparence. Et je ne suis pas d'accord aujourd'hui. Pierre Fabre Médicaments sort des produits airless avec 5 principes actifs. Aujourd'hui, la patientèle arrive avec des applications, on scanne les formules et regarde, pour ne pas les citer, bon, on les connaît tous, mais... scanne les produits, vérifie qu'il n'y a pas les excipients qui peuvent être toxiques. On est sur Internet, on peut citer. Si tu as des applications à conseiller, moi je connais Clean Beauty qui est pas mal. Voilà, Clean Beauty, Yuka qui évolue. Donc Clean Beauty, c'est intéressant parce qu'ils expliquent, ils donnent, ils lisent vraiment les principes actifs qui peuvent être en fait des xénobiotiques après qui sont à éliminer par l'organisme, donc qui sont une charge supplémentaire aussi au niveau hépatique. Donc ça c'est assez important. Mais aujourd'hui, cosmétiques actifs, les grosses marques s'intéressent justement à cette transparence, au packaging aussi pour la planète, en fait qui sont plus des flacons, qui sont des recharges. Je trouve que le marché s'adapte énormément à cette demande. Et en Nutra aussi ? J'ai l'impression que peut-être que en Nutra, on est un peu en retard. En Nutra, officine, peut-être moins, en effet. Ouais, tout à fait. D'accord. Non, écoute, ça démontre qu'en tout cas, l'offre en officine, au sens large, s'adapte aux attentes des consommateurs un peu 2.0. Donc ça, c'est intéressant. Bon, nous, avec JB, on a fait le constat tout de même que sur la partie Nutra, il y avait tout de même un manque de transparence. Les gens qui nous suivent savent que pour nous, la transparence, c'est une vraie valeur. La transparence, c'est pas juste un petit stick sur l'origine géographique, lointaine d'un ingrédient. On explique le producteur, quel est le producteur avec lequel on travaille, pourquoi est-ce que c'est lui qu'on a choisi, on explique avec quel façonnier on travaille, on explique avec quel fabricant de gélules on travaille, etc., etc. Et ça, on souhaite en fait le mettre à la portée de tout à chacun en digitalisant notre packaging aujourd'hui avec un QR code qui demain, via un scan, permettra d'obtenir toutes ces informations en instantané, et peu importe là où on se trouve. Et donc Nutrien&Co souhaite aller à la rencontre des pharmaciens. D'ailleurs, il y a pas mal de pharmaciens, dont toi, Claire, qui nous tendent la main. Et avec l'idée justement d'apporter ces éléments un petit peu de transparence, d'honnêteté, et de moderniser un petit peu l'offre nutraceutique, en tout cas, à ce niveau-là. Moi, c'est le point qui m'a qui m'a donné envie d'adhérer parce qu'en fait, il y avait quand même beaucoup de gammes en pharmacie où on nous présentait un nouveau produit. Moi, ça m'est arrivé maintes fois de demander une analyse, ne serait-ce que pour vérifier qu'il y avait bien les produits et les dosages de principes actifs dans le complément alimentaire. Et j'ai jamais reçu le moindre papier, quoi. Le moindre produit. La moindre preuve. Donc aujourd'hui, vous avez travaillé sur la transparence, mais en fait, on peut aussi accéder à toutes ces études sur le produit. Ça, pour moi, c'est capital. C'est hyper important parce que ça nous crédibilise aussi dans notre conseil. Bien sûr. On ne conseille pas n'importe quoi. Il y a énormément de règles maintenant par la DGCCRF, des organismes qui vérifient les allégations, la qualité. Maintenant, un produit... c'est sûr que sur un complément alimentaire, il n'y a pas de brevet,
Mais il y a des normes de sécurité, de contrôle qualité qui sont énormes. Donc on est quand même on conseille avec beaucoup de sécurité. Il peut y en avoir quand même des brevets. On a certains principes actifs qui peuvent être brevetés. S'ils sont attenants, on va dire s'ils sont soutenus par des études cliniques qui ont démontré une certaine efficacité, qui aboutissent ensuite à une allégation santé, etc. Il y a moyen d'aller chercher des brevets en fait à ce niveau-là, c'est-à-dire de se défendre vis-à-vis de l'effet de l'actif en lui-même. Oui, tu as raison, en fait. C'est un brevet, mais je pensais brevet pour autorisation de mise sur le marché. Ah oui, non, qui différencie, là, on est tout le à fait médicament d'accord. du complément alimentaire qui n'a pas d'allégation, indication thérapeutique, quoi. Mais c'est vrai que c'est bien de préciser qu'aujourd'hui, la DGCCRF a fait un très bon travail d'assainissement du marché et que, alors, en pharmacie, je pense que ça a toujours été, on va dire, le niveau qualitatif, réglementaire a toujours été respecté. Mais c'est vrai que sur Internet, et nous on peut en parler, c'était quand même un peu le Far West il y a encore quelques années. Là, les choses sont en train d'évoluer. Nous, on peut le constater. Et c'est très bien pour notre industrie, parce que ça va vraiment dans le sens de la crédibiliser. Et donc, nous, c'est notre combat au quotidien, donc on adhère. Et c'est aussi pour cela qu'on souhaite se déployer en pharmacie. C'est pour démontrer que l'offre Nutri&Co, que notre démarche, s'inscrit dans une logique de qualité qui permet de convaincre des professionnels de santé, quoi. Alors, tu parles de convaincre des professionnels de santé, justement, sur le delta et le ressenti d'un médecin. L'avantage, c'est que vous avez aussi, on peut avoir sur votre site accès à toutes les bibliographies. Exactement. Donc, le médecin qui dit, non, il n'y a pas de preuve de la vitamine D sur l'impact de l'efficacité de l'immunité. Regarde toutes les études qui sont sorties c'est sûr. contre des actions, des études contre placebo. C'est vrai. C'est vrai que ça, on fait l'effort de les mettre sur chacun des produits. C'est à destination, on va dire, des 1 à 3% de nos clients les plus énervés, on va dire, les plus sensibles à la Nutra, qui vont vraiment aller chercher loin. Mais c'est aussi à destination des professionnels de santé, parce que derrière, nous, ça légitime nos produits auprès d'eux, quoi. Alors, il y a les sensibles, et puis moi j'aime bien cette catégorie de patients que qu'on appelle en médecine fonctionnelle les ignorants sceptiques. Et là, il faut y aller. Il faut arriver à avoir des arguments très forts pour les convaincre et pour vraiment les emmener dans des changements d'hygiène de vie pour leur prouver l'efficacité de la Nutra. Mais Nutri&Co est une marque de sceptiques. Je me souviens qu'au début, on aimait bien dire une marque de sceptiques pour des sceptiques. Parce qu'au début, nous, on avait vraiment cette démarche-là d'aller chercher les études. Et on a des jeunes sceptiques aussi. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, toi, Claire, est-ce que tu consommes de la nutraceutique? Et si oui, sous quelle forme? Je consomme? Ouais. Oui, je consomme de la nutraceutique parce que je suis convaincue de l'efficacité d'une part, parce que j'ai une vie stressante, donc j'ai un peu altéré ma santé, voilà. Donc je conseille des probiotiques par cure, beaucoup de magnésium, des antioxydants, des oméga 3. Voilà, je fais des cures, je conseille tous les gens autour de moi. Top. Et du coup, demain, en pharma, est-ce que tu serais prête à recommander Nutri&Co? Oui, parce qu'en fait, la gamme s'étend, donc vous allez pouvoir répondre à toutes les prises en charge. Moi, j'ai adhéré au concept, sur le concept, parce qu'en fait, j'ai bien aimé votre façon de donner envie. Les infographies s'adaptent à tous les CSP, toutes les catégories socio-professionnelles, elles sont faciles à comprendre. C'est ludique, c'est esthétique, voilà. Donc déjà, vous donnez envie d'une autre façon, et puis vous avez une proactivité, alors via des méthodes que je domine pas toujours parfaitement, les réseaux sociaux, etc. Mais vous donnez envie de changer de façon de faire, et pour faire de la prévention, pour justement favoriser une hygiène de vie qui n'est pas pénible, qui n'est pas contraint. Voilà, c'est juste changer des habitudes. Donc ça, c'est super important. Et est-ce que tu penses qu'il y aurait un axe sur lequel il faudrait qu'on s'améliore? Parce que tout à l'heure, je t'ai posé une question un peu facile de savoir si tu étais convaincu de Nutri, quelque part, je le savais un peu. Mais ce qui va vraiment nous intéresser, finalement, c'est que tu nous donnes tes précieux conseils pour améliorer la gamme, améliorer la démarche.
Bon, là, tu me prends un peu dépourvu, mais je pense que... C'est fait exprès. Voilà. Je pense qu'on va t'attendre au tournant en officine, parce qu'en fait, l'officinal a l'habitude de recevoir des gammes de nutraceutiques et de savoir où les placer, etc. Donc là, vous allez arriver avec d'autres recos. Des recommandations de mise en avant, de prise en charge du patient, des outils pour animer justement votre marque et votre merch à l'officine. Et puis peut-être des outils, je ne sais pas si tu parles de créer d'autres choses. Après, il y a toute la partie formation, qui est un volet qu'on a finalement que survolé aujourd'hui. Mais au même titre que Nutri&Co, c'est s'inscrit dans une démarche éducative. Moi, j'aime bien parler de marque préceptrice. C'est-à-dire, on essaie de démontrer notre honnêteté au quotidien, de sorte de casser le biais commercial et d'expliquer en fait à nos clients, aux gens qui nous suivent finalement, qu'on peut les aider, à notre humble niveau, mais à mettre en place une stratégie d'anticipation de leur santé pour leur vieux jour. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait répliquer un peu avec les pharmaciens. Et là-dessus, je sais qu'en matière de formation, tu es bien calé. Donc, à mon avis, tu peux nous aider. C'est vrai qu'en formation, moi, j'étais un peu obsédée dans la montée en compétences de mes équipes au comptoir. Donc, j'aimais bien former des spécialistes, que j'ai dit tout à l'heure. Parce que j'avais besoin d'un spécialiste en diabéto. Il y a certaines pathologies qui sont très complexes, il y a des subtilités qu'il faut connaître, donc c'est intéressant d'avoir des spécialistes. On forme toutes les équipes en fait. On forme le préparateur en pharmacie qui peut être excessivement pertinent, qui peut avoir une autre vision et qui peut être un très bon spécialiste sur certaines pathos, et notamment en naturo, en nutraceutique. Après, moi, j'écris et aujourd'hui, c'est mon luxe de fin de carrière de travailler dans le care sur la prise en charge des patients et sur la formation. Et là, c'est vrai que je lance des classes virtuelles par Atoufarm, en fait, sur les bases de la micronutrition, pour justement essayer de vulgariser ce savoir, donner envie aux équipes officinales de monter en compétences et après de se former de façon, encore une fois, plus spécialisée. Parce qu'il y a quand même des bases à connaître. Il y a des interactions avec des médicaments, il y a des contre-indications selon certains terrains. Il y a des surdosages qui peuvent être toxiques. Donc, il y a des vraies connaissances à acquérir. Bon, je peux m'inscrire moi ou pas du coup? Oui. Non mais sincèrement j'y pense vraiment. C'est pas juste pour faire le gentil ou quoi que ce soit. Écoute, merci beaucoup en tout cas de t'être prêté au jeu de ce podcast. C'était vraiment un plaisir de te recevoir, d'en apprendre plus sur l'univers officinal. C'était un podcast assez technique, mais finalement toujours dans cette démarche de transparence et d'honnêteté. On partage avec nos auditeurs et nos fans notre façon aussi de réfléchir. Et tu es une personne qui a beaucoup apporté dans sa réflexion à Nutri&Co. Et je te remercie d'être venu partager tout ça avec nous aujourd'hui. Merci à vous. J'étais ravie de partager ma passion. Ouais, merci beaucoup Claire d'être passée nous voir. Donc, c'était le 2e épisode de notre série de podcasts Next Step. Comme je vous le disais en début d'émission, on a un petit code promo qui est valable du 15 février au 15 mars de moins 10% sur le site. Donc le code c'est pas facile à dire, Next Step Claire. Voilà, c'est le nom du podcast avec Claire à la fin. 10% sur le site pour vous remercier de nous avoir écoutés jusque-là. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, n'hésitez pas à nous laisser également une notation sur les plateformes de podcast. Alors on vous mettra les liens par exemple des applications type Clean Beauty dans la description, que vous puissiez les retrouver. Et on vous dit à la prochaine pour le 3e épisode. Ça va, j'ai pas trop bafouillé. Mais non, c'était très bien. C'était génial et en plus on a bien éclairé, si tu veux, certains termes.